Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, suite à ma vidéo sur Voxel Dance Tango, j'ai eu pas mal de messages me demandant s'il était possible de tester d'autres slicers payants, notamment en résine et en FDM. Et Shi2Box Pro est souvent revenu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens utilisent Shi2Box, la version gratuite, pour l'impression résine. Alors, Shi2Box Pro, voilà, si on paye un slicer, on a plutôt tendance à aller vers Litchi Slicer, peut-être Voxel Dance Tango. Et Shi2Box Pro a peut-être des choses intéressantes. J'ai donc eu un contact avec quelqu'un de chez Shi2System et elle a accepté de me donner une licence d'essai pour pouvoir regarder, faire une vidéo et partager avec vous les forces et les faiblesses de ce slicer, voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour votre manière de travailler et pour vos impressions. Ce qu'elle m'a demandé en échange, c'est de communiquer le fait qu'ils allaient, pour ici pendant le mois de juillet, faire une promotion sur l'abonnement sur le slicer. Et cette promotion, c'est 40% sur le prix et de la résine gratuite. Mais je vous donne toutes les informations en description. En attendant, si vous appréciez mon contenu et cette chaîne, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous m'aidez vraiment beaucoup en faisant ça. Et si ce n'est pas encore le cas, vous abonnez. Alors à tout de suite après le générique. Bon alors voilà, on va déjà avant commencer à faire un petit peu la comparaison entre la version gratuite et la version pro. Alors la version gratuite est gratuite, c'est facile, donc c'est la version basique et la version pro est à 169 $ l'année. Alors est-ce que ça vaut le coup? Moi je ne vais pas répondre à la question parce que je ne sais pas quels sont vos usages, est-ce que vous trouvez positif ou non. Je pourrais répondre à la question par rapport à moi, est-ce que je suis prêt à payer au vu de ce que je vais découvrir avec vous. Alors, si on regarde ici, les formats supportés, bon, on peut importer des STL et des OBJ dans les deux cas. On peut importer ou sauver dans les formats Shi2Box, dans des formats de projet Shi2Box dans les deux cas. On peut sauvegarder dans toute une série de fichiers compatibles avec d'autres imprimantes. Par exemple, les PWMX, c'est ce qu'on a sur la M3 Max. Voilà, les points photons. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, là où on voit une différence, et ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, d'où le côté pro, hein, qui travaillent, des architectes qui travaillent dans la KO, ou si vous êtes modélisateur 3D, eh ben, vous pouvez directement importer des objets 3D dans d'autres formats que le STL ou le OBJ. Et donc du point 3DS, du point STEP, du point DAE, DXF. Voilà. Alors au niveau de tout ce qui est édition et layout de l'objet sur lequel on veut travailler, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On peut bouger, faire tourner, mettre à l'échelle ou en miroir dans les deux cas. Bon, ce sont quand même des opérations très basiques. On peut faire des copies dans les deux cas, mais la version est améliorée avec la version Pro. On peut avoir une disposition automatique dans les deux cas, mais c'est amélioré dans la version Pro. On peut évider le modèle dans les deux cas, mais c'est également amélioré dans la version Pro. Par contre, ce qui n'existe pas dans la version gratuite et qu'on ne retrouvera que dans la version Pro, c'est le fait de séparer les modèles, une auto-orientation, rajouter des tags, faire des opérations booléennes, couper dans notre objet ou un outil de multi-sélection. Alors également au niveau de la réparation, on a une réparation, donc ce qu'ils appellent une One Click Basic Repair, une opération en un clic dans les deux cas, mais elle est améliorée dans le cas de la version Pro. Une version avancée, ça apparemment ce n'est pas disponible dans la version gratuite. La détection des problèmes sur les modèles, ça, ce n'est que dans la version Pro. La réparation des problèmes d'orientation, donc c'est tout ce qui est normal dans un fichier 3D. Bon, voilà, si vous ne faites que prendre les fichiers 3D et les imprimer, ça vous parle peut-être pas. Si vous modélisez un peu, si vous travaillez sur des fichiers 3D, vous savez qu'il peut y avoir des problèmes sur les normales. Et donc là, il est censé vous le corriger. Il le fait dans la version gratuite, il le fait mieux avec des fonctions plus avancées dans la version Pro. Et puis après, encore toute une série de réparations qui n'existent que dans la version Pro,
Alors, qu'est-ce qu'ils vendent aussi ici au niveau des supports et de l'édition des supports, ce qui est quand même toujours une des choses qui est vraiment appréciée dans les slicers. En tout cas, beaucoup de gens qui débutent et qui maîtrisent pas des masses les supports et tout ça, c'est quand même ce qui est le plus apprécié, c'est d'avoir une facilité pour créer et placer les bons supports dans la bonne densité, de la bonne taille pour éviter l'échec d'impression tout simplement. Alors, on a l'auto-support, donc le fait de pouvoir créer les supports automatiquement qui existent dans les deux cas, mais améliorés dans la version Pro. La configuration des supports qui existent les deux cas, mais avec plus d'options dans la version Pro. Des supports de type arbre dans les deux cas, manuel, mais améliorés dans la version Pro. Et plus d'options de personnalisation des profils dans les deux cas. Par contre, ce qui n'existe que dans la version Pro, c'est qu'on va avoir la détection des surplombs dans la version Pro. Je trouve ça dommage que ça n'existe pas dans la version gratuite. Alors j'ai l'impression, peut-être des bêtises, mais qu'il y avait quand même des choses dans les versions précédentes de She2Box qui sont maintenant désormais uniquement dans la version Pro. Voilà, j'ai l'impression, mais je ne pourrais pas l'affirmer. On a une édition plus visuelle des paramètres des supports. On a les supports symétriques, les supports verticaux. Enfin voilà, toute une série de points également. Vous pouvez lire à l'écran, hein, les supports de type branche, les supports contours, je ne sais pas ce que c'est ça. Les petits piliers supports, enfin ça on va découvrir ensemble, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a l'onglet analyse et mesure, ça n'existe pas dans la version gratuite. Donc ça c'est peut-être pas pour un usage, j'ai envie de dire, créatif ou hobby de ceci, mais si vous êtes ingénieur architecte et que vous voulez travailler sur des mesures précises, l'outil vous le permet désormais. La détection d'îlots, dans les deux cas, il le permet et il permet de les retirer, mais il y a plus d'informations, on peut plus éditer les pixels, enfin voilà, et avoir un format des pinceaux, donc ça c'est dans le cadre des supports. Ceci, on peut le faire plus. Alors au niveau de l'interface utilisateur et des interactions, on a une amélioration du slider de prévisualisation. On a l'intégration de raccourcis clavier, alors amélioré, on va voir ce que c'est. Alors toute une série de nouveautés qu'on ne trouve pas dans la version basique, des pop-up de raccourcis rapides, le nom des informations sur les barres de menu. Ça, voilà, il y en a qui préfèrent. Bon, l'icône n'est pas toujours parlante pour les gens, donc s'il y a les noms, ça peut être bien. Alors, une règle, bon, ok. L'affichage en temps réel du volume du modèle et du coût de matériel. Dans l'autre cas, il faut slicer pour avoir ça. Et un changement rapide des profils de slice et d'imprimante sur l'écran principal. Voilà, ça sont des choses qui font la différence. Et alors, enfin, parce que là, dans Other, il y a les plugins, le fait de pouvoir envoyer directement par le réseau, la gestion des langues et tout ça, on a dans les deux cas. Mais ici, dans ce qui est personnalisation, on va pouvoir customiser la couleur de notre plateforme, les modèles, enfin voilà. Il y a un peu plus de customisation. Mais voyons voir maintenant dans l'application directement ce qu'il en est. Alors nous voilà dans l'interface de départ de She2Box Pro. Vous pouvez voir, alors j'ai mis l'interface en français. Moi j'utilise toujours en anglais, je préfère. Mais j'ai mis l'interface en français, ça me permettra aussi de voir un petit peu, d'évaluer la traduction. Mais comme vous pouvez voir, c'est à la fois similaire et à la fois différent de She2Box version normale, si vous connaissez un peu She2Box. Alors je peux vous montrer, hein, je vais aller ici dans She2Box version gratuite. Bon, on retrouve un peu l'ADN, mais on voit que la structure est différente. On a évidemment beaucoup moins de possibilités, sinon je ne verrais pas l'intérêt à ce qu'il fasse une version pro. Mais donc voilà ici l'interface de She2Box normale et l'interface de She2Box Pro. Alors on voit déjà que l'interface est un peu différente, puisqu'on a des onglets ici au-dessus avec qui correspond au flux de travail. Hein. On va démarrer, préparer notre fichier, le réparer au besoin, faire les supports, analyser, mesurer s'il faut, et puis un onglet pour tout ce qui est réglage. Et en dessous,
on a une barre qui permet de travailler sur plusieurs machines en même temps. Donc, il y a déjà ce côté multi-machine qui correspond un peu plus à l'usage pro. Mais voilà, voyons voir ça. Je précise que au moment où j'enregistre, là, je découvre avec vous. Donc, je serai peut-être des fois un peu hésitant. Ce n'est pas une formation, hein, c'est vraiment une découverte du logiciel She2Box Pro. Si je suis convaincu, si je l'utilise, eh ben, je ferai peut-être une formation sur She2Box Pro comme j'ai fait avec Bamboo Studio. Mais pour le moment, on est sur la découverte. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est aller regarder l'onglet réglages. Et qu'est-ce qu'on a? On a différentes choses. Alors, à propos de She2Box, ici, je suis sur la version 1.4.0 qui est un peu une de leurs dernières mises à jour. Et on a quelques infos sur le device puisque la licence est liée à votre machine. Au moment où vous enregistrez la licence, vous enregistrez par rapport à une machine. On a un service technique, un service professionnel. Alors, là, je l'utilise pas. Je ne sais pas si s'il est bien ou non, mais en tout cas, c'est intégré dedans. On a la possibilité de pouvoir ouvrir nos logs. Alors ça, on est évidemment, ça parle peut-être moins aux grands débutants, mais au besoin, si on veut comprendre quels sont nos problèmes ou pour envoyer au service après-vente, c'est toujours utile. Je vois qu'il y a des onglets plugins, donc j'imagine qu'on peut utiliser des plugins. Je vois ici qu'il y a un premier plugin qui permet d'exporter vers le fichier de format Anycubic, hein, puisqu'ils ont un format un peu particulier. Alors au niveau des raccourcis, ici on avait lu qu'il y avait une possibilité de changer les raccourcis, mais par contre, là je le vois quand c'est écrit ou c'est écrit, mais je ne vois pas moyen de le changer là. Peut-être que c'est dans les paramètres, en tout cas, là c'est plutôt juste une liste des paramètres. Le manuel, il renvoie à un site internet avec tout le manuel, donc voilà. Alors revenons à l'interface, on peut vérifier les mises à jour. Là, je suis à jour et on voit ici que la dernière mise à jour date du 14 juin et que ça rajoute toute une série de choses. On a ma licence, alors je vous ai dit que j'ai eu une version pour 30 jours d'essai pour pouvoir le tester par moi-même parce que j'étais curieux et puis faire cette vidéo pour vous. Et on a les paramètres. Alors je vous ai dit, j'ai déjà changé la langue pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans les paramètres? On a la langue, l'échelle d'affichage, si c'est ce qui vous intéresse. Ils disent police défaut, ils disent qu'on peut changer la police, mais là, j'en ai pas. Peut-être que c'est uniquement en anglais. Voyons voir. Non. Bon. Je ne sais pas. Alors ici, ça c'est bien qu'il y ait quand même le petit pop-up qui apparaît parce que avec les traductions, des fois les termes sont plus longs et ils n'ont pas les champs prévus. Et ici, vous voyez ici, système et forme. Alors, système de coordonnées de plateforme. Alors, déplacer la boîte de distance, masquer la plateforme dans la page réparation, choisir si on veut préférer une vue perspective ou une vue orthogonale. Voilà, je vais garder la vue orthogonale. Au niveau de l'apparence, plusieurs niveaux de qualité graphique et puis on peut changer nos couleurs. Voilà, moi je m'en fiche, mais pour ceux que ça intéresse, très bien. Au niveau des fichiers, on voit la mémoire disponible et les chemins de sauvegarde par défaut. Bon, ici vous pouvez personnaliser le nom de fichier comme vous voulez. Alors toutes des options liées à la performance ou à la rétrocompatibilité. On peut ouvrir les infobulles et la mise à jour si on veut. On n'a pas des masses de paramètres dans l'interface et là encore une fois je ne vois pas trop comment on change les trucs. Alors il est possible qu'il y ait une différence entre la version Windows et la version Mac et que c'est possible par exemple de changer les polices dans la version Windows mais pas dans la version Mac, tout comme c'est peut-être possible de modifier les raccourcis dans la version Windows mais pas dans la version Mac. Dites-le en commentaire si c'est le cas. Moi ici j'essaye sur Mac donc je ne peux vous montrer que ce sur quoi je travaille. Alors pour le reste, les onglets, on a, comme je le disais, des onglets qui sont en fonction du flux de travail, avec ici toujours la liste des raccourcis qu'on peut venir cliquer
afficher ou fermer ici. Donc ici, il disait le volume et le coût en temps réel. Donc ça dépend des paramètres de la résine probablement. Alors tout ce qui est préparation du modèle, on va regarder un peu ça après avec un fichier en lui-même. Tout ce qui est réparation, ok. Tout ce qui est support, tout ce qui est analyse, bon. Ce qu'on va faire déjà maintenant, c'est rajouter une imprimante et rajouter de la résine. Alors, dans démarrer, je vois que je peux ajouter une machine ici. Je vois ici en dessous que si je clique sur le plus, je peux aussi ajouter une machine. Alors là, c'est un peu comme dans Sheet2Box normal. Et on va voir, j'ai une Saturn 2. On va voir s'il a mon profil. Voilà, il a même la Saturn 3 déjà dedans. Je vais juste faire comme ça. Et donc là, j'ai ma Saturn 2. Alors pour le fun, et c'est pas le cas, imaginons que j'ai une autre imprimante. Enfin voilà, j'ai envie de la GK2. Elle me plaît bien cette imprimante et je ne l'ai pas, donc j'aimerais bien. Ok, voilà, je peux travailler sur 2 imprimantes, ce qui est pas mal. Je vais la laisser là, comme ça on verra après un petit peu ce qu'on a comme possibilité. Voilà, alors on a des vues qui va correspondre à nos imprimantes et dans laquelle on pourra avoir toute une série de profils. Je pourrais avoir nommé mon profil par exemple en fonction du type de résine. D'ailleurs, on va en profiter maintenant. Je vais mettre conjure standard et je vais venir mettre les paramètres de chez Conjure. Et donc voilà, pour ça, sur le site de Sheet2System, on a toutes les informations. Et donc, je vais utiliser ici la standard. Alors, ce que je ne vois pas ici et qui aurait peut-être été bien, donc ça, c'est une info pour eux, c'est j'utilise de la résine de chez Sheet2. Et on est sur Sheet2Box. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les paramètres, qu'on n'ait pas comme ça des profils, un peu comme on va retrouver sur les T-Slicer, des profils justement pour rajouter de la résine directement. Ou alors je ne l'ai pas encore vu, mais je ne pense pas. Et donc je viens mettre ici mes paramètres. Voilà, on va mettre ces paramètres là. Et pour le reste en avancé, je ne vais pas toucher à ce qu'il propose. Et au niveau de la machine, je ne vais pas non plus toucher à ce qu'il propose. Donc voilà, on a notre égout qui est fait. Et maintenant, on va aller choisir un petit fichier à imprimer. Je vais utiliser ce buste de Lilith. Je vous mettrai là le lien en description. Et on retourne sur Sheet2Box Pro. Alors, je viens ouvrir mon projet. J'aurais pu le glisser directement dedans, mais voilà. Alors, j'ai la base et le buste. Je vais prendre le buste. Là, il me dit que c'est trop grand, mais bon, on va pas encore changer la taille. On va voir si on sait le faire rentrer comme ça sur le plateau et l'imprimer. Alors, on a notre objet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir regarder dans l'onglet réparer et voir qu'est-ce qu'il a comme possibilité. Si je fais détecter, alors voilà, il a analysé et il voit trop d'enveloppes excédentaires. Alors j'ai cliqué sur la réparation avancée et on verra s'il gère ça bien et s'il fait complètement merder mon modèle. On va le dire comme ça, parce que j'ai déjà vu ça dans des trucs de réparation où au final, voilà, il supprime des polygones et on casse l'intégrité du modèle. Donc dans ce cas-là, ce que je faisais, c'était retourner dans Blender et puis essayer de retravailler le fichier autrement, mais pas directement via les slicers. Donc ici, est-ce qu'il sait faire un travail correct? Alors je vais passer parce que c'est un peu long ici. Et voilà, il me propose soit si je veux garder que le modèle réparé, soit les deux. Alors ici, j'ai gardé les deux modèles pour qu'on puisse faire la comparaison. Donc le modèle d'origine, c'est celui qui disparaît. Et le réparé, c'est l'autre. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des aberrations ou des dégâts faits au moment de la réparation. Donc, voilà, c'est pas mal. On a donc quelques options pour réparer. Je vais pas garder mon buste non réparé. Et je garde simplement le buste réparé. Alors, si on vient ici au niveau de l'usage, on a quoi? Ici, on masque ou on affiche. Ici, on peut modifier la couleur de notre modèle. Ça permet de pouvoir y voir un peu plus clair sur certaines choses. Voilà.
On va mettre en orange Technapa. C'est très bien. Et puis le nom de l'objet que vous pouvez modifier si vous avez envie, parce que ce sera dans le nom du fichier. Donc je vais l'appeler juste Lilith Bust. Alors si vous avez plusieurs objets, ben, vous pouvez inverser les sélections. Et ici, ça permet d'afficher la taille. Comme ça, c'est clair, on sait notre modèle, ben, quelle taille il a. Alors au niveau des opérations, eh ben, il disait qu'on avait quelques opérations. Alors au niveau de la sélection, on a quelques outils de sélection avancés. Pour le déplacement, ben, c'est très simple, hein. On a ici le petit gizmo et on déplace soit comme ça, délicatement ici, ou en mettant la valeur carrément. Voilà, je veux le redéplacer en 0,0, le centrer. Bon, c'est ce que j'ai fait en déplaçant en 0,0. Au niveau de la rotation, on a la rotation par gizmo ici, hein, avec les axes colorés qui correspondent aux axes X, Y et Z. Voilà. On peut réinitialiser. On peut verrouiller une dimension pour la rotation. Par exemple, si je bouge ici, je veux pas qu'il bouge en X, quoi qu'il arrive. Et donc, je peux travailler un peu là-dessus, qui peut être sympathique. Alors, l'échelle, on verrouille le ratio pour éviter de déformer la pièce. Et on peut venir changer son échelle comme ceci. Ou on ne verrouille pas et on fait une grosse Lilith. Là, je vais réinitialiser. Alors, en millimètres ou en pourcentage. Et miroir, eh ben, on peut simplement voilà, dupliquer en miroir en gardant le modèle original ou non. Bon, il faut voir quel est vraiment l'intérêt de faire ça. Mais c'est comme ça dedans. Alors, si je viens en préparation, on a quelques outils en plus. Donc, copier, c'est pas dur, ça permet de dupliquer. Voilà. Alors fractionner le modèle, ce n'est pas pour faire comme dans Luban, donc se dire j'ai un modèle très grand et je veux le découper en plusieurs parties avec des connecteurs. Fractionner le modèle, c'est si vous avez un modèle qui est composé de différents sous-modèles et qui est associé, ben, vous pouvez le dissocier. Donc c'est pas le cas ici, donc si je le fais, ça ne fera rien du tout. Orientation automatique, ça, ben, on va voir ce qu'il fait. Il me l'oriente automatiquement. Là, elle me paraît pas mal, l'orientation automatique. Je pense que c'est plus ou moins comme ça que j'aurais fait. Et ça me permet de me dire que je peux encore l'agrandir, ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, je l'agrandis un peu comme ça. Alors, je suis à quelle échelle? 118,75. Ça, je vais le noter puisque mon buste devrait être à la même échelle, hein, forcément. Alors, tiens, une question que je me pose, c'est si je l'agrandis, est-ce qu'il détecte que je suis en dehors des limites de... Ah ben oui, voilà. Donc là, je suis en dehors des limites de mon imprimante. Par contre, ici, avec de là à 24 cm, eh ben, pas encore en dehors des limites de mon imprimante, mais il sera pas mal lourd. Et en parlant de pas mal lourd, ben, on va évidemment éviter ce modèle-là. Alors, ajouter un marquage, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Un marquage en positif ou un marquage en négatif. Et je viens l'afficher où? Ici, par exemple. Et voilà, je pourrais comme ça personnaliser un peu mon modèle. Bon. Voilà, on peut s'amuser hein, sur un buste si on a envie d'écrire quelque chose, par exemple, au meilleur papa. Et donc voilà, de quoi s'amuser. De quoi s'amuser, bon, ok, c'est bien. Et ceci. Les opérations booléennes, eh ben, booléennes, bon, ça c'est si on a envie de s'amuser. Hein, on peut faire des opérations d'union, de différence ou d'intersection. Voilà, alors couper le modèle. Quelque chose qui serait bien, mais c'est peut-être pas le cas, c'est qu'ils permettent de couper avec des connecteurs. Alors, je vais augmenter mon échelle, dire tiens, je voudrais imprimer un buste, ouais, voilà, comme ça, trop grand, et évidemment c'est trop grand pour mon imprimante. Voilà, si je le coupe et que je veux le couper à par exemple 20 cm, j'ai deux pièces maintenant, voilà, mais sans connecteur. Mais bon, ça peut quand même être pas mal si on a envie de pouvoir travailler sur les tailles. Mais bon, avec un connecteur, ce serait plus simple pour pouvoir vraiment se repositionner parfaitement l'un dans l'autre, puisqu'il y aura après du travail de post-traitement pour ne pas trop voir la coupe, où il faut bien choisir où on positionne la coupe pour éviter de la voir un maximum. Donc ben, ce que je vais faire, c'est je vais les vider. Alors j'ai plusieurs modes d'évidage. On choisit l'épaisseur de sa paroi et puis évider permet de mettre un remplissage, hein, je le mets ici, un remplissage que je vais mettre à 30%,
qui permet d'avoir une espèce de structure en gris comme ça, qui garde la solidité de l'objet. Et moi j'aime bien faire ça, mais qui permet, la grille est faite de manière à ce que la résine qui est à l'intérieur puisse toujours s'écouler. Il faudra creuser un trou d'évacuation évidemment, hein, qu'on va creuser en dessous. Mais bon, moi j'aime bien faire ça comme ceci. Alors si je le fais comme ça, on va passer de 448 millilitres à, on va regarder, voilà, vous voyez, j'ai ma structure. De 448, on passe à 243. Donc on perd quand même un poids de 200 et on gagne 200 millilitres de résine tout en gardant une espèce quand même de solidité. Si je regarde mon modèle comme ça ici, à l'intérieur, il est quand même globalement rempli. Je pourrais regarder, hein, pour la forme, si je fais simplement que le creuser sans remplissage avec une paroi de 3 mm, je serai à 193 millilitres. Et alors maintenant on va venir mettre un trou d'évacuation, hein, donc on vient ici choisir notre modèle et creuser un trou. Alors là on a quelques paramètres pour le trou, un trou non pénétrant et un trou pénétrant. Là j'avoue que j'ai un peu du mal, mais bon, je ne dois pas connaître assez l'outil. Garder le trou, ça c'est bien, ça permet de pouvoir le reboucher, hein, donc il va créer un petit fichier à côté. Donc moi je vais venir le mettre ici. Alors je vais le mettre plus large que ça parce que, voilà, hop, parce que en fait, moi je trouve ça plus facile pour sortir la résine, et puis de toute façon on s'en fiche, parce qu'il va être rebouché après. Voilà, j'ai mon trou qui passe bien à travers et qui permettra de très facilement nettoyer l'intérieur. Moi j'aime bien faire comme ça, donc voilà. Et j'ai le petit objet, et donc maintenant voyons voir la partie support. Alors ça c'est l'aide visuelle par rapport au support, ça permet, je trouve ça pratique, hein. Comme ça on voit un petit peu comment ça fonctionne. On a des paramètres par défaut. Si je clique sur l'avancée, j'ai quoi? J'ai toute une série de paramètres. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Et ici, je vais pas m'amuser à faire vraiment des réglages parfaits pour les supports. Je vais juste me poser la question, tiens, si j'ai pas envie de me casser la tête, est-ce que ça marche comme ça, leur support automatique? Et donc voilà, ça c'est pour les supports complètement automatiques. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a aussi moyen de travailler ici au niveau des îlots. On a tous les paramètres comme ça de gestion des îlots. Ça, c'est si on veut vraiment placer manuellement ces supports. Ça m'arrive de le faire ici dans ce cadre de cette vidéo. Je préfère vous montrer ce que ça permet d'un point de vue automatique. Donc vous voyez, cette petite barre ici permet d'avoir un contrôle plus précis sur le type de support qu'on va vouloir venir rajouter manuellement ou mettre manuellement. Bon, par exemple, si je fais contour, vous voyez, il me propose de mettre directement tout ça là. Donc voilà un peu pour l'interface des supports et les différentes options. Donc on voit quand même qu'il y en a plus que dans la version basique. Alors pour le reste, il reste l'option analyser, mesurer, mais bon, ça vous avez une série, un truc de détection de collision et qui vous demande si vous voulez les séparer, pouvoir afficher les mesures, pouvoir prendre une distance entre deux points, voilà. Donc voilà, ça c'est quelques outils d'aide, mais qui sont à mes yeux pas... Enfin, ça dépend de votre utilisation. Ce ne sera pas super utile pour mon utilisation à moi. Je vais lancer l'impression comme ceci. Donc on va faire le tranchage simple. Et je vous retrouve avec le modèle imprimé ou pas du tout imprimé si ça a complètement foiré. Et ma petite conclusion juste après. Bon, alors voilà, hein, vous voyez, ça c'est très très bien imprimé. Les supports automatiques ont très bien fonctionné. J'ai juste une chose, voilà, vous voyez, si vous regardez bien, il n'y a pas la petite pièce à part pour fermer mon modèle. C'est parce que dans le slicer, j'ai mis des supports en fait simplement sur la pièce sélectionnée et pas sur les deux pièces. Et donc, j'ai pas fait attention, et en sliçant, il a imprimé simplement cette partie-là, et l'autre petite partie est restée collée dans le bac. Donc ça, c'est un point à faire attention. Bon, et voilà mon modèle une fois terminé. Alors, j'ai dit ma conclusion un peu plus tôt dans la vidéo. Je vais pas faire de conclusion. Moi, ce que je préfère faire, c'est vous montrer les choses, vous dire ce que moi j'aime et ce que moi j'aime moins. Et des conclusions, tirez-les vous-même si le logiciel vous intéresse. En description, vous retrouverez une offre, hein, donc moins 40% en plus de la résine offerte. Et c'est peut-être pour vous l'occasion d'essayer. Et sinon,
vous êtes libre de vos choix. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager, liker et commenter pour me soutenir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.